Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Cyber Radio, TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios et Christophe Auberger, Field CTO, Cybersecurity évangéliste de Fortinet. Bonjour messieurs. Bonjour. Également Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir, on va parler du leader de l'assurance mutualiste en France. C'est pas n'importe qui. Covea, notre invité, et surtout Pascal Martinez. Mon cher Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes né un 20 avril à Paris en 1964. Dans quel arrondissement ? Je suis né dans le 15e arrondissement de Paris. Ça, c'est de la précision, Billy. Ah non, c'est de la précision, ça. Très jeune, vous avez été attiré par l'art et vous auriez aimé posséder une, voire plusieurs galeries d'art et même faire un concept autour de cette galerie. Moi, je trouve ça formidable, mais vos études n'ont rien à voir avec ça. Oui. Mais rien du tout. En 89, vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Vous avez fait l'École nationale supérieure d'art et métiers, orientée mécanique et production. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce choix ? Il se passe que quand vous gérez votre vie, il ne se passe pas toujours ce que vous prévoyez et puis vous n'avez pas toujours les moyens de faire ce que vous avez envie de faire de prime abord. Et puis après, sur le chemin de cette vie, vous découvrez qu'il y a d'autres métiers passionnants que celui que vous pourriez avoir rêvé de faire et que c'est tout aussi bien finalement. Alors, vous êtes toujours fan de peinture moderne ou pas ? Oui, toujours, oui. Vous collectionnez ? Non, j'ai pas les moyens. J'aimerais pouvoir collectionner. Alors, il y a quelques petits tableaux chez moi qui sont... quand même, qui viennent de petites galeries et de petits artistes, je l'espère, en devenir, mais ça reste quelque chose de très modeste. On n'est pas... Vous n'êtes pas François Pinault. Allez, non, Billy. voilà. Pas encore. Alors, de la galerie, on va revenir au consulting, puisque votre premier job, vous l'avez chez Bossard. Je rappelle qu'à l'époque, c'était l'une des premières sociétés de conseil en stratégie et management européenne. Elle s'appelle aujourd'hui Capgemini. Quel était votre poste ? Parce que vous êtes sur la banque et les services financiers. Oui, absolument. Donc, j'ai choisi délibérément d'aller faire de la banque et des services financiers à la sortie de l'école, en faisant un calcul qui s'est révélé encore une fois très payant, qui consistait à dire que plutôt que de payer un master en finance ou en marketing, j'allais me faire payer pour faire le consultant dans la banque. C'est bien, c'est bien. Et j'apprendrai comme ça. Puis un an plus tard, je retournerai dans l'industrie, mes chères études. Et puis, un métier passionnant, des gens passionnants, des interventions à bon niveau. Et puis, vous êtes foutu pour l'industrie. Et vous restez dans la banque et la finance. Alors, on va y rester un petit peu. C'est un peu parallèle, mais on n'en est pas loin. On vous retrouve ensuite chez BMW. Oui. Enfin, BMW. Pour créer des sociétés financières dans différents pays, est-ce que c'est à vos services à l'époque que je pouvais m'adresser pour acheter un superbe coupé neuf BM à crédit ? Alors, à crédit, oui, ou en leasing, de préférence, parce que quand vous le prenez en leasing, vous êtes tenté de nous la ramener, on vous la reprend, puis on vous en reloue une nouvelle. Et vous devenez captif de cette... Dans ce poste, c'était BM France et quel autre pays ? C'était BMW Finance en France, BMW Finance en Chine, BMW Finance en Thaïlande, BMW Finance en Afrique du Sud, et le tout en même temps. Aucun paradis fiscal. Non, parce que peut-être qu'il y a des BMW qui se vendent là-bas, mais peut-être pas à crédit et peut-être pas en leasing, je ne sais pas. Billy. Alors, autre aventure, on est en 1997, ça va durer quelques années, jusqu'à 2014. Oui. Vous créez avec 2 personnes une société qui deviendra un éditeur de logiciels. Dans quel domaine, dites-moi ? Dans le domaine du financement de la consommation, dans le domaine du leasing, dans le domaine du financement de stocks de concessions automobiles, puis plus tard dans le domaine de l'épargne salariale, puis de l'assurance etc. Et on continue, puisque vous êtes arrivé depuis quelques années maintenant chez Covea. Déjà, je voudrais connaître le premier poste d'entrée, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, vous êtes directeur technologie et système d'information. Alors, je suis rentré chez Covea comme directeur informatique de la GMF, qui est un des groupes de Covea. Mais c'était une petite période d'acclimatation au groupe, puisque je savais que l'informatique de Covea serait centralisée et deviendrait une informatique unique au service du groupe. C'était l'apéritif, quoi. C'était pour s'acclimater au groupe et prendre connaissance du fonctionnement du groupe, et ça a été très utile. Donc ça, c'est mon premier poste. Et Covea, donc le groupe, il y a plusieurs marques, c'est ça ? Alors, il y a la MAF que vous préférez. Bien sûr. Il y a MMA qu'on aime bien aussi, d'ailleurs. Zéro tracas, zéro blabla. Et il y a GMF qui est le premier assureur du service public en France. Et ça représente combien de collaborateurs en total à peu près 21 000 aujourd'hui. 21 000 collaborateurs, quoi. Oui.
Uniquement en France ? Alors, principalement en France. On a une filiale en Angleterre, une filiale en Italie. Et puis, depuis peu, nous finalisons le rachat d'une société de réassurance d'envergure mondiale. Très bien. De belles perspectives pour vous également. Bruno, beau parcours, hein ? Exceptionnel parcours. Pascal, alors, moi j'ai une première question qui me vient. Assurance mutuelle, énorme groupe, donc une convergence des SI. Oui. Et donc des données. Énormément de données personnelles à gérer. Quelle stratégie vous appliquez pour... alors, en grande maille, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails du comment et du pourquoi, mais comment vous protégez contre les vols de données? Comment vous assurez la confidentialité au niveau d'un groupe de cette taille avec une telle diversité de... Et beaucoup de données, quoi. Énormément de données. Oui, alors... Pour protéger toutes ces données, alors il y a peut-être une particularité de l'assurance, c'est que la donnée, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'assurance. Donc c'est quelque chose qu'on manipule depuis très longtemps parce que c'est avec ça qu'on fait des statistiques, c'est avec ces statistiques qu'on définit les primes des contrats d'assurance et notamment en fonction des sinistres. Donc ça fait très très longtemps qu'on gère des données, ça fait très très longtemps qu'on les protège très bien aussi parce que c'est évidemment le cœur du réacteur pour une société d'assurance. Donc nous, pour protéger toutes ces données, on investit un petit peu toute la chaîne de défense possible. Donc depuis la sensibilisation des collaborateurs, on essaie d'établir des belles murailles autour de nos systèmes. Et puis si seulement les murailles ça suffit pas, on essaye de détecter ce qui pourrait être illicite à l'intérieur de ce système. Et puis si ça suffit pas, on essaie de faire en sorte que les pirates ne puissent pas faire des élévations de privilèges. Et puis s'ils y arrivent quand même, on essaye de se défendre en limitant en fait ce qui peut se passer sur le système. Et puis enfin, si tout est crypté et si on nous a volé toutes nos données, on essaie de remonter les systèmes en utilisant ce qu'on appelle la dernière ligne de défense, c'est des sauvegardes. C'est ce qui vous permet de ne pas payer des rançons. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qu'on essaie de sécuriser chez Covéa. Mais je pense que c'est à peu près le cas dans toutes les entreprises. Enfin, je l'espère en tout cas d'une certaine taille. Ça doit être un peu plus compliqué pour les PME, les TPE et les entrepreneurs individuels. C'est ces gens-là qu'il faut aider un peu en France. Nous, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Mais voilà, c'est à peu près comme ça qu'on s'y prend, à grande maille, comme vous avez dit, pour protéger nos données. Et vous dormez sereinement, pas de problème? Non, jamais. Bruno. Oui, toute la panoplie de la défense en profondeur. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, au niveau, est-ce que vous pratiquez des exercices, j'imagine, de réaction à, par exemple, des cryptolockers, perte d'un système d'information critique, ce genre de choses? On pratique des exercices, puis on s'est fait attaquer, donc ça fait un bel exercice en temps réel aussi, en grandeur réelle, mais on pratique des exercices de crise cyber, de plus ou moins grande ampleur, qui touchent plus ou moins de marques, qui touchent plus ou moins de systèmes, qui ont plus ou moins de conséquences. C'est la clé pour deux choses, c'est développer évidemment les réactions, puis je trouve que c'est assez intéressant aussi pour regarder un petit peu qui participe à vos cellules de crise, quelles sont les réactions des uns et des autres. Voilà, il y a des gens qui jouent peut-être parfois un peu trop sur leur expérience ou qui écoutent peut-être pas trop les autres. Donc ça vous permet de vous préparer à ça. Peut-être, non, je balancerai personne. Mais, ça il permet. Se reconnaîtrait. Oui, voilà. Peut-être, j'en sais rien, mais il y en a plusieurs comme ça. Les gens qui peut-être ont pas saisi quel était le timing dans lequel on intervient. Voilà, et moi j'ai un exemple où on recevait les minutes d'une réunion de crise le lendemain. Je dis, oui, mais c'est un peu tard, monsieur. Donc voilà, on change le minutier pour le pas cas vite, où... quoi, ouais. Ouais, ça va vite. Bruno? Donc du coup, je terminerai là-dessus. Beaucoup de formation et de prévention en interne au travers des exercices avec différents types de populations, notamment les personnes qui participent en particulier à la cellule de crise ou aux cellules de crise, mais également les IT, équipes IT qui... Les équipes IT, les équipes de sécurité opérationnelle, les équipes de la direction de la sécurité des systèmes d'information, les utilisateurs métiers, parce que la continuité d'activité, ce n'est pas qu'un problème informatique. Il faut trouver des solutions. C'est aussi les métiers, c'est tous ensemble. Et donc, on essaye effectivement de répéter un petit peu le scénario du pire ou du moins pire, selon les cas. Christophe? Oui, alors moi j'ai une question pour l'assureur. On parle beaucoup, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, les cyberassurances. Je voudrais savoir si vous êtes cyberassuré, justement. Eh bien non. Donc l'assureur fait des calculs, il regarde le prix, il regarde ce que ce sinistre peut lui coûter, et il fait un rapport sinistre à prime, et quand ça lui est défavorable, il décide de ne pas s'assurer, de se protéger lui-même. Voilà, il fait un appel d'offres, comme tous les clients du monde, il reçoit des courtiers, il reçoit des assureurs, il expose ses systèmes de sécurité, on lui fait des propositions de primes, et puis il décide. Voilà. Donc nous, on a décidé de ne pas être assuré.
Christophe ? Dans votre cas, la gestion du risque, justement, et la gestion du risque cyber, c'est le centre de la politique de sécurité ou c'est juste un outil ? Non, si vous prenez le risque qui est associé à l'informatique en général, le fait que le système soit défaillant dans une assurance ou qu'il soit attaqué et qu'il donc soit défaillant, c'est le plus grand risque identifié chez Covéa et je pense dans toutes les sociétés d'assurance. Et en plus, c'est le plus probable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des risques financiers qui vont au-delà, mais en termes de probabilité d'occurrence, le risque, c'est la première chose. Donc nous, on regarde effectivement quels sont nos risques. Et donc, les risques, ils sont associés à des processus, ils sont associés à des opérations. Et en fonction des risques, on déploie des éléments qu'on appelle de maîtrise des risques. Alors là, il faut peut-être aller faire directeur du risque magazine plutôt, ou radio. Et après, on met en place ces éléments de maîtrise du risque. Comment vous gérez justement la réglementation et les choses qui vous sont imposées dans le domaine ? Alors, moi, sur la réglementation, déjà, il faut savoir que je suis plusieurs fois réglementé, 4 ou 5 selon qu'on compte RGPD dedans. Hein. Donc RGPD, opérateur de services essentiels, j'ai des directives de la CPR, donc de la Banque de France, j'ai des directives de la Communauté européenne. J'attends DORA en espérant que ça soit une loi qui supplante toutes les autres. Et ce que j'ai à dire de particulier sur ce sujet, c'est que toutes ces lois, elles sont dirigées vers une et une seule personne, l'utilisateur final. Voilà. Donc, je suis une grande entreprise, je suis membre du CIGREF, le discours ne va pas vous surprendre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que on soit réglementé, ça c'est normal. Il n'y a rien de mal dans ces réglementations. Il y a un petit jeu un petit peu compliqué quand même pour réconcilier l'ensemble des directives, clauses, demandes, etc. Mais que déjà, c'est assez surprenant d'être le seul à pouvoir être condamné quand on est attaqué, quand on rentre chez vous pas par effraction, vous avez laissé la porte ouverte, c'est de votre faute, etc. Vous êtes déjà puni parce qu'on vous a cambriolé, mais là, en plus, on peut vous mettre une amende quand même. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous utilisez des logiciels. Et alors là, sur les logiciels, c'est pas comme dans votre vie, c'est pas comme chez vous. Quand vous achetez une télé, vous avez une norme. Quand vous achetez une voiture, vous avez une norme. Quand vous achetez un logiciel, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme de sécurité, par exemple. Donc moi, je redeviens du coup le seul responsable. Donc quand on connaît l'importance de ce que peut être une attaque par la chaîne d'approvisionnement, donc on l'a vu avec SolarWinds et Orion, donc 33 000 utilisateurs touchés d'un seul coup, le fait qu'il n'y ait pas de norme qui garantisse à un utilisateur comme moi que c'est sécurisé, c'est un petit problème. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a l'État qui doit jouer son rôle de police et de justice. Et aujourd'hui, alors, c'est un petit peu compliqué, ça a du mal à démarrer. On va dire que l'ANSSI existe, c'est bien, c'est des gens très bien, l'ANSSI, mais c'est un peu un maître d'ouvrage. Donc nous, on a besoin d'un maître en œuvre de la sécurité et de la justice en matière de cybersécurité. Et spécialisé, pas le commissariat du coin. Et ces gens-là, ils sont pas là. Alors, on essaie de travailler ensemble. Il y a l'inauguration du Cybercampus la semaine prochaine. J'espère que ça va pas être au même endroit. Ça va être ensemble. Donc, et là, moi, je pense qu'on manque singulièrement de moyens pour aider, en fait, quelque part, un citoyen paisible à vivre et à dormir tranquille en matière de sécurité informatique. Et alors, dites-tout, Pascal, pour vous, le management idéal, il est directif, participatif ou délégatif ? Le management idéal. Oh là là, il est les trois en même temps. Ouais. Ouais. Je ne choisirais pas l'un, ça dépend des situations. Il y a des moments où il faut savoir être directif, il y a des moments où il faut écouter, et puis il y a des moments où il faut construire ensemble, donc un peu des trois. Un peu des trois. Dans vos équipes, vous êtes combien de personnes, combien de collaborateurs ? Alors, à la direction informatique de Covéa, il y a 1700 collaborateurs. 1700 collaborateurs. Oui. Et puis, si vous voulez connaître la force de travail de la direction informatique de Covéa, donc avec nos partenaires prestataires, c'est environ l'équivalent de 1600 personnes qui travaillent à plein temps. C'est quand même impressionnant. Vous avez trouvé facilement des talents, des gens sympas, motivés, pas trop chers et fidèles, ou c'est compliqué chez vous là ? C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. C'est compliqué de recruter des talents. Alors, on a des éléments à faire valoir. On a des très beaux projets dans le domaine digital, intelligence artificielle, numérisation de la relation avec le client. Mais bon, en ce moment, le marché est tendu. Il y a une espèce de défaveur en fait, de l'offre et de la demande sur le marché de l'informaticien. Mais voilà, dites à vos enfants ouais. Il y aura du boulot en tout cas, c'est sûr. Alors côté cuisine, c'est important, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation du pain. Non, pas le champion du monde. Si, j'ai appelé tous vos enfants, toute votre famille, tout ça. Champion. Parce qu'il y a plein de pain. Il y a plein de pain, Pascal. Il y a plein de pain, oui. Il y a plein de farine, il y a plein de pain. Ça se travaille pas de la même façon. Ça se pétrit pas pareil, si vous voulez aller sur ce terrain-là. Ouais. Ça se cuit pas pareil. Ça se cuit pas dans les mêmes conditions, pas avec la même humidité, et ça donne une variété différente. Et comment vous faites pour manger autant de pain
être tout maigre là. Moi, je suis pas tout maigre, moi. Alors dites-nous, alors, côté voyage, vous êtes plutôt Laos ou Cambodge? J'ai beaucoup connu les deux. Pour des raisons personnelles. Je suis plutôt Cambodge que Laos, sans doute un petit peu par rapport à la diversité ou à l'histoire des pays qui sont en fait comparativement un peu différents. Mais les deux sont intéressants. Quand on parle de cause caritative, vous dites que Karl Lagerfeld disait il faut donner et aider, mais en parler, c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, je suis d'accord. Avec cette formule plutôt? Oui, absolument. Donc on ne saura pas à qui vous donnez soit des sous, soit du temps, autre chose, c'est vous et c'est vous. Vous pouvez me torturer. Merci beaucoup Pascal, merci également à vous Billy, Bruno, Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.